Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélia Boissanté. Aurélia, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, merci de m'avoir invité, c'est super sympa, j'aime beaucoup ton concept. Alors moi je suis formatrice depuis 99, donc j'anime des formations de formateurs sur des modules courts, notamment sur de la pédagogie active, sur aussi la rédaction des programmes de formation. Et j'anime aussi des formations de formateurs sur le diplôme, donc des modules longs qui font de 6 à 8 mois, où vraiment je les accompagne à l'examen, où je les accompagne à avoir ce diplôme de formateur. Et j'anime aussi des stages pour aider les formateurs à créer leur propre jeu. Et comme je vis au bord de la mer, j'en profite pour ponctuer ces stages d'activités nautiques et d'excursions au bateau. Et ma dernière activité, c'est que je fais passer aussi les examens de formateurs et donc je suis jury d'experts depuis 2018 ou 2019. Et c'est très intéressant de faire passer les examens. Déjà, on rencontre beaucoup de personnes, donc on crée du réseau. C'est intéressant de rencontrer d'autres formateurs avec d'autres pratiques et de pouvoir travailler avec eux. Ah bah très bien, donc c'est un beau parcours. Ouais, Dis-moi, merci. dis-moi Aurélia, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors j'ai envie de parler de pédagogie active et de ludopédagogie parce que quand j'étais au collège et au lycée, je me suis beaucoup ennuyée en cours. Je trouvais que ça manquait de sens, qu'on comprenait pas ce qu'on apprenait, que c'était pas assez concret, que c'était trop théorique. Bref, j'ai fait une scolarité là pendant 10 ans, vraiment où je suis ressortie de là-dedans un peu traumatisée de pas rattacher ce qu'on apprenait à des situations professionnelles en fait. Je trouve qu'on apprend beaucoup de théories qui servent pas forcément à grand chose et que c'est rarement relié à un métier. Donc on ressort de là à 20 ans sans savoir rien faire. Et en fait, quand j'ai passé mon BAFA à 17 ans parce que j'ai voulu faire de l'animation en parallèle de mes formations, je suis arrivée en BAFA, on était 40, on avait le même âge. Donc on avait tous entre 17 et 20 ans, donc des ados, hein, des jeunes adultes. Et sauf qu'on bossait 3 fois plus que quand on était au lycée parce que c'était des activités ludiques, y compris pour apprendre toute la partie théorique, donc toute la partie législation, mémorisation des théories qu'on doit apprendre quand on fait de l'animation, donc quand on anime des colos ou des centres de loisirs, enfin des accueils de loisirs avec des enfants, on a beaucoup de législation à apprendre. Et en fait, on était motivés pour bosser, on se faisait pas engueuler, il y avait du travail de groupe, des projets à mener. Et j'ai trouvé que c'était une pédagogie très, très intéressante. On foutait rien d'habitude collège-lycée. Et là, on s'est retrouvés en BAFA à travailler jusqu'à 1h du mat. Et je me suis dit, en fait, qu'il y avait moyen d'intéresser les ados à partir du moment où on rondait nos temps d'apprentissage concret, ludique, actif, qu'il y avait du travail de groupe, qu'on nous demandait de travailler ensemble. Voilà, que c'était des techniques qui étaient très intéressantes. Et je me suis formée petit à petit à animer mes formations avec toutes ces méthodes pédagogiques que je trouve super intéressantes pour motiver un groupe. Très Et bien, beaucoup plus simple aussi. d'accord. Ce que j'entends, moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris, c'est de dire
avec une méthode ludique, on arrive à faire passer des contenus un peu rébarbatifs. Tu vois, je pensais que peut-être naïvement, en gros on s'amuse, mais du coup comme on s'amuse, ce qu'on traite c'est plutôt léger comme sujet. Et là tu nous dis, oui, tout ce qui est très théorique, la législation, tout ça, toutes des choses qui sont pas très engageantes. Tu dis qu'à travers le jeu, une dimension ludique, ça passe facilement alors. Exactement. Donc en fait, j'aide les formateurs à créer des jeux à partir de jeux de société qui sont existants, par exemple comme le jeu de loi, le jeu de cartes, des jeux d'enquête, et puis récemment des escape games. En fait, je me suis rendu compte que si on arrivait à rendre ludiques ces théories, de leur faire apprendre autrement, ils apprenaient avec plaisir. Donc, par exemple, des jeux de cartes pour apprendre un vocabulaire technique dans tous les secteurs, c'est possible. Donc, je leur montre comment, à partir d'un contenu de formation, ils peuvent extraire des mots-clés qui correspondent à leur objectif de cours, de transformer ces mots-clés sous forme de jeux de cartes, par exemple, et d'animer ce jeu pendant 30 minutes, 30 à 40 minutes, pour que le groupe puisse mémoriser ces mots-clés beaucoup plus rapidement qu'en faisant cours. Et en fait, on se rend compte que c'est une mémorisation qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus motivante, et qu'on ne galère plus à expliquer ces termes un peu rébarbatifs et un peu techniques. Donc, ça va être, j'ai formé des formateurs pour les pilotes de drones qui ont une législation importante à apprendre parce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de survoler l'armée. Et ils n'ont pas le droit, enfin, les camps militaires, ils n'ont pas le droit de survoler les forêts, etc., etc. Donc, ils ont beaucoup de législation à apprendre. Donc, c'est des jeux qui marchent très bien. Des jeux, par exemple, pour mémoriser sur la formation de formateurs, donc FPA, tout le vocabulaire un petit peu rébarbatif à comprendre, à utiliser. Donc, ce que c'est qu'une restitution collective, une méthode inductive, tous les noms des méthodes pédagogiques, par exemple, ou toutes les théories qu'ils ont à apprendre pour passer leur diplôme de formateur sur processus de motivation, les techniques d'apprentissage, etc., etc. Et donc, d'animer un jeu de cartes rapide d'une demi-heure, ça enclenche en fait une dynamique de groupe avant d'animer un contenu de formation, une dynamique de groupe qui est très intéressante et dans laquelle la mémorisation va se faire beaucoup plus rapidement. Oui, puis on connaît un petit peu le processus de mémorisation à long terme avec cette courbe d'oubli qui est permanente. Et du coup, tu as la possibilité rapidement par des petits jeux ludiques, soit par eux-mêmes, ils réactivent leurs connaissances, soit tu peux réintégrer des petits éléments courts, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, sur ces bases-là qu'ils connaissent déjà alors. Exactement. En fait, on peut l'utiliser soit en début de formation, en méthode inductive pour induire un sujet, soit l'utiliser en évaluation, en fin de formation, pour voir s'ils ont mémorisé, acquis les termes et s'ils arrivent à les expliquer, à les utiliser, à donner des exemples. Donc oui, les deux sont possibles et les deux sont intéressants. Ce que je prône, moi, surtout, c'est d'alterner ces deux activités, soit en début de formation, soit en fin de formation. D'accord, on a deux moments clés alors. Dis-moi, Aurélia, pardon, quand je suis en train de concevoir, le temps de conception, c'est toujours quelque chose qui compte pour moi, hein, parce que c'est beaucoup de temps. C'est vrai. Euh, tu parles rapide, facile. C'est quoi les phases de conception là, pédagogique? Si tu as une petite séquence à faire, comment tu t'y prends et à quel moment tu fais intervenir le jeu et comment tu organises ça? Alors, à partir d'un contenu de formation, on essaye, donc votre contenu de formation, comme vous l'animez déjà, normalement, il est déjà écrit. Enfin, il est déjà rédigé sur plusieurs pages. Vous essayez de surligner tous les mots-clés qui correspondent à l'objectif de votre contenu de formation. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Donc, un cours en formation de formateur sur toutes les méthodes pédagogiques. Vous allez donc extraire chaque nom de ces méthodes pédagogiques. Donc, je sais pas, il y en a 10 environ. Vous allez les écrire sur des cartes. Donc, un nom par carte.
Et ensuite, vous créez les règles. Donc, vous rédigez des règles sur une slide pour que les règles puissent être projetées au groupe sur le tableau. Et ensuite, vous essayez d'aller l'imprimer. Donc, je vous conseille de plastifier vos cartes ou de les imprimer sur du carton pour pouvoir les garder. Mais voilà, donc le travail, c'est d'extraire les mots-clés ou les mots-clés qui correspondent à votre cours, qui correspondent à votre objectif et de jouer avec ces mots-clés. Donc, il faut, sur un groupe de 15, essayer d'en extraire une quinzaine pour qu'il y ait environ une carte par stagiaire. D'accord, oui, tu fais intervenir tout le monde du coup. Oui, on joue avec tout le groupe. Donc, on peut jouer avec un groupe de 2-3, parce que depuis le Covid, c'est vrai qu'on a des petits groupes. C'est souvent qu'on a des groupes de moins de 5, ce qui se faisait très peu avant, jusqu'à une quinzaine. D'accord. Il faut Là, que ouais. le jeu dépasse pas 1 heure pour que ça reste un temps de travail et vraiment poser les règles en disant que c'est un temps de travail, qu'ils ont le droit de rigoler, bien sûr, mais parce que c'est ludique, donc de l'animer de façon un peu sympa, mais quand même de garder un vocabulaire professionnel. Le rôle du formateur, ça va être de reformuler ce qu'ils disent après chaque mot-clé. D'accord, oui, pour leur ancrer bien la bonne, le bon élément à mémoriser. Voilà, utiliser le bon vocabulaire professionnel. Aurélia, est-ce que ta pratique de ce jeu de cartes, par exemple, est une pratique essentiellement présentielle ou est-ce que tu as déjà, toi, expérimenté des variables en digital pour du synchrone mais distanciel? Alors, c'est vrai que j'anime essentiellement, vraiment à 80% en présentiel, mais pendant le Covid, on a réussi à l'adapter. En fait, au lieu de demander, de passer la carte au groupe, quand on est sur Zoom, donc en visio, on met le mot-clé dans le chat à une seule personne. Enfin, à un seul apprenant, et l'apprenant le fait deviner au groupe. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Donc du coup, attends, mais si j'entends bien, mon expertise de formateur me dit que si il lui pose une question pour qu'il devine, par défaut, il faut qu'ils aient eu accès à l'information avant. Donc là, tu utilises une stratégie de classe inversée. Oui, c'est exactement une stratégie de classe inversée. Pas forcément qu'ils aient eu besoin du contenu de formation avant, parce que, par exemple, sur les méthodes pédagogiques, je fais pas mon cours avant. J'induis ce cours avec ce jeu. Parce que la plupart des méthodes, ils en ont déjà entendu parler ou ils l'ont déjà vécu collège, lycée ou dans une formation d'adultes. La plupart des adultes ont déjà suivi une formation continue. Donc, ils ont entendu parler de travail de groupe, d'études de cas, de jeux de rôle, d'activités ludiques, etc., etc. Donc, en fait, il y a très peu de termes qu'ils connaissent pas. Par exemple, méthode inductive, c'est rare qu'ils connaissent. Mais bon, il y en a très peu. Donc, en fait, c'est gérable. Moi, je vois un avantage à ce que tu proposes. Tu sais, comme toi, je forme des formateurs. Et très souvent, tu sais, la méthode plus transmissive, tout ça, il dit ah non, mais c'est pas bien, la transmissive, tout ça, faut pas. Alors en vérité, on en a besoin. Mais du coup, si on peut le ludifier, je crois que c'est une excellente solution pour passer quand même un contenu de cours qui est obligatoire. Il y a des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut qu'on sache en avance, qu'il faut qu'on puisse mettre en œuvre. Et c'est vrai que ces méthodes, on va dire, plus transmissives, parce que c'est vraiment le mot, c'est souvent très peu apprécié par les formateurs. Et moi, je vois mes formateurs en formation, ils hésitent assez souvent à me proposer des choses comme ça, mais je leur dis, je vais me proposer des activités, mais j'ai aucune connaissance, quoi. Comment je vais pouvoir faire votre activité? Or là, je mesure bien que dans ta dimension ludopédagogique, on peut vraiment apporter du contenu, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a un petit peu besoin, et rendre ça pas très rébarbatif, en vrai. C'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils participaient beaucoup plus facilement. Ça faisait... en fait, ça donnait une dynamique de groupe plus intéressante parce que déjà sur un jeu, il y a un tour de table qui est mis en place. Donc, ça demande aux leaders de laisser la place aux autres, par exemple, aux apprenants qui parlent beaucoup. Et ça permet aussi aux timides de participer beaucoup plus rapidement, plus facilement. Donc, c'est vraiment intéressant comme technique. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est intéressant surtout les après-midi.
C'est-à-dire que je trouve que le 13h30, 16h après le Ouais. repas, des fois, il est un peu compliqué à animer parce que moi-même, j'ai un coup de barre. Et que Bah, c'est ça. là, quand on sort des activités ludiques, c'est plus sympa, hein. J'ai un stagiaire qui a 58, 59 ans qui s'est reconverti comme formateur, qui m'a dit c'est la première fois que j'ai pas de coup de barre et que je fais pas la sieste 13h30, quoi. Et que je participe volontiers de 13h30 à 15h. Donc en fait, c'est vrai que physiologiquement, pour les après-midi, c'est vraiment super. Est-ce que tu as eu l'occasion surtout avec des FPA, hein, formateurs d'adultes, est-ce que tu as eu l'occasion dans ces formations de FPA de leur faire imaginer et construire des jeux? Oui, tout à fait. Je vais raconter le dernier qui a été animé. Alors là, donc j'interviens en FPA sur le golfe de Saint-Tropez, donc dans un OF qui s'appelle les Trois Caps, qui est super, avec un super directeur qui s'appelle Alain Delaplace. Et en fait, Aurore Burglin est formatrice. Elle était maître d'hôtel. Et donc, elle devient formatrice sur les accords vin et fromage, formatrice dans le service et dans la restauration en général. Et en fait, il fallait qu'elle forme des serveurs. Donc, je lui avais donné une mise en situation pour des serveurs, donc avec un public pas facile à former parce que c'est des 16-18 qu'il faut des fois un peu motiver pour mémoriser, pour apprendre, etc. Et elle a fait des cartes sur tous les fromages. Elle a fait des cartes aussi sur les types de pâtes de fromage qu'ils doivent mémoriser, le type de lait, donc si c'est chèvre, lait de vache, etc., les régions auxquelles appartiennent ces fromages et les accords avec les vins. Donc, est-ce qu'on met plutôt un rouge, et quel blanc et quel rosé on accorde avec les fromages. Et le jeu, il est super. Et les 16-18 ont vraiment, les jeunes ont vraiment bien aimé cette séance. Et voilà, c'était pendant 30 minutes. Et ça permet de mémoriser beaucoup plus facilement parce que déjà, ça permet de faire appel aussi à la mémoire kinesthésique parce qu'ils manipulent des cartes, ils travaillent en groupe, ils échangent, on leur permet d'être debout autour de la table. Donc, ça donne une dynamique intéressante. Ouais, j'avais proposé une activité un peu comme ça, moi, avec des FPA. Et l'idée, c'est que je leur avais demandé de faire un challenge entre eux. En vérité, on avait fait un jeu, c'est un peu comme question pour un champion après. Et là, la récompense, c'était des bonbons, hein. C'est faux, une super récompense. Et ça avait été extraordinaire. Et quand je les revois 6 mois après, ils me disent ah, c'était vachement bien, tu te souviens? On n'a rien oublié, hein. Ben oui, c'est ça. Mission accomplie. Donc, pour donner d'autres exemples, on a aussi, pour des demandeurs d'emploi, j'ai créé avec des formateurs le jeu de loi de l'entretien d'embauche. Donc, on a pris les 10 questions types que posent les employeurs pour un entretien d'embauche et on a créé un jeu de loi avec. Donc, en fait, au lieu d'animer un entretien type, ils jouent au jeu de loi et quand ils tombent sur la case, ils répondent à la question qui est marquée sur la case. Donc, pareil, c'est ludique aussi. Vous l'imprimez sur du A3. Vous pouvez mettre en place plusieurs sous-groupes. Donc, c'est des jeux qui sont sympas à animer, encore une fois, après le repas, je trouve, à 13h30. Après, ce que j'ai essayé, moi, j'intervenais beaucoup avec des jeunes et je me suis demandé ce que ça donnerait avec des cadres d'entreprise dans des formations en management. Et en fait, ça passe aussi parce que c'est un jeu qui est court, où on intervient sur le même contenu de formation. Donc, par exemple, j'ai créé le jeu de loi de la posture du manager. Ça leur permet pendant 30 minutes, donc c'est un jeu que j'anime rapidement, hein, maxi 3/4 d'heure, et de discuter, de faire un échange de pratiques en fait autour de leur pratique de manager. Donc, dans des grosses boîtes, comment ils le vivent, ce qu'ils mettent en place, quel management ils utilisent, est-ce que c'est plutôt un management directif ou un management participatif, etc., etc. Et j'avais un peu peur, j'avoue, sur ce public. Et en fait, ça fonctionne très bien. J'ai eu un très bon retour parce que c'est ludique, c'est le même temps de travail, ils ont accès au même contenu de formation, mais c'est beaucoup plus dynamique que si je faisais un cours magistral sur la posture du manager. Oui, puisque concrètement, tout le pourquoi, on a accès, hein. On sait pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça.
Maintenant, pour ce qui est de le reproduire, de se l'approprier et de changer son comportement, c'est une autre histoire. Hein. Donc vraiment, Exactement. Et je trouvais vraiment là, intéressant de leur donner une demi-heure pour pouvoir échanger entre eux et pour pouvoir parler de leur quotidien et de leurs difficultés. tu sais, moi, lorsque je mets en place ce genre d'activité, la dernière fois que ça s'est passé, ce qui m'est venu à l'esprit à la fin de l'action, hein, qui est courte aussi, hein, toujours 30, 40 minutes, hein, c'est dans ma tête, je me suis dit, waouh, quoi, ils ont appris plus que ce que je pensais leur enseigner. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Oui, tout à fait. Ouais, ils sont allés plus loin, notamment en termes de participation et de motivation, plus loin que ce qu'ils auraient cru en fait. Ah oui, même eux sont surpris de ça. Hein. Ouais, ça c'est magique. Est-ce que, De toute façon, la ludopédagogie, c'est magique. Ça a un côté magique. est-ce que tu peux mesurer que la ludopédagogie, par rapport à un cours classique, permet une mise en œuvre immédiate, rapide et donc plus efficace que de théoriser des choses et on verra bien quand on en aura besoin. Ah oui, bien sûr, je le vérifie tous les jours dans mes formations. C'est encore une fois, hein, c'est la participation qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et surtout la mémorisation. Ils se souviennent du jeu, ils se souviennent des cartes. En fait, c'est visuel. Donc, ça fait appel à la mémoire visuelle, à la mémoire auditive, parce que pendant le jeu, on parle beaucoup, et à la mémoire kinesthésique, parce qu'ils ont toujours quelque chose à manipuler. Donc, ça fait Ah, il appel aux touche. 3 types de mémoire, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que quand tu joues avec eux, avec un jeu de cartes que tu as créé, est-ce que ce jeu de cartes, après, ils le gardent? Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils peuvent le reproduire? Est-ce que tu leur donnes les PDF à découper? Je sais pas, Oui, que bien sais-je. sûr. Alors, les jeux, on les crée soit sur des PowerPoint, soit aujourd'hui, il y a un outil formidable qui me sauve la vie en ce moment et qui m'a beaucoup facilité, j'avoue, la mise en page des jeux, c'est Canva. Où Ouais. là, vous tapez jeux de loi, il y a des jeux de loi tout prêts, qu'avant, c'était un peu galère à créer. Et maintenant, là, c'est génial, quoi. Les cartes, elles sont toutes faites, il y a des couleurs, enfin, c'est vraiment super. Je vais juste te rappeler une chose pour Canva. La responsable Canva France dit une chose qui est très importante. Surtout, adaptez les templates qu'on vous donne. Mais, mais bien sûr, Faites les vôtres. ouais, Les utilisez pas tels que, surtout pas. c'est Et ça. ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle donne chaque fois qu'on la rencontre, chaque fois qu'on échange avec elle, elle donne ce type, ça. Et c'est Ouais, vraiment ça. Utilisez Canva, mais personnalisez-le. Et ouais. c'est très facile. Et vraiment, ça donne des résultats extraordinaires. Moi, je m'en sers tellement que j'ai carrément pris l'abonnement. En plus, bon, financièrement, je crois qu'il est à 10, 12 euros du Ouais, c'est mois. très Donc bien. ça va, c'est accessible, mais c'est Mm. vrai que je m'en sers beaucoup. Mm. Et En après, vérité, l'outil, il est cher quand tu l'utilises pas. Hein. voilà, Moi, c'est souvent, ça. ce que je dis à mes FPA, ils me disent ah, mais ça, c'est cher, tout Ouais, ça. Oui, oui, bien sûr. ouais, Si tu l'utilises pas, c'est vachement cher. Même si ça coûte 10 balles. Alors qu'un truc à 1000 balles, si tu l'utilises tous les jours pendant 365 jours dans l'année, c'est vraiment pas cher à ouais. l'usage. C'est comme Et ça donc là, qu'il faut par le exemple, mesurer. pour les FPA, on a créé le jeu de loi de l'examen. Donc, je Ah, leur ai génial. demandé de mettre sur chaque case une question qu'ils avaient par rapport au projet de formation qu'ils ont à présenter, ou par rapport à la soutenance orale, ou par rapport à l'examen en général. Et donc, Ouais. je me suis retrouvée avec une quinzaine de questions. Et donc, c'était ludique, c'était sympa aussi que je réponde à toutes leurs questions sous forme de jeu de loi par rapport à cet examen qui fait un peu peur, j'avoue, quand on le passe. Bah, comme tout examen, tu sais, même si on est Ouais, confiant, même si les résultats sont là, l'examen, ça reste entre guillemets une épreuve. C'est voilà, c'est quelque chose d'important, c'est un enjeu, donc ouais, automatiquement c'est important, ça a du sens pour les gens. Hein. exact. Je voulais te poser une question, Aurélia. Pour le moment, j'ai vu quand même que le jeu pouvait interagir avec énormément de domaines de formation. Est-ce que tu as, par exemple, est-ce que tu es intervenu sur des parcours de formation, allez, on va dire plus techniques, hein, des gens qui seraient dans l'industrie, des gens qui seraient dans le bâtiment, des choses comme ça? Oui, oui, tout à fait. Je suis beaucoup intervenue, donc j'ai fait de la prévention, donc sous forme de jeu. Donc là, c'est un OF qui s'appelle Graffito, qui est situé à Avignon. Et pareil, qui utilise beaucoup la ludopédagogie. Donc, il travaille avec des grosses boîtes, EDF, La Poste, etc.
Je suis prestataire de formation pour eux et ils utilisent souvent la ludopédagogie pour intervenir dans les sites industriels. Donc, ce qui est beaucoup apprécié sur les sites industriels où ils n'ont pas du tout envie d'avoir des cours magistraux, en fait. Ah, Donc, tout à fait. ça, pour faire de la prévention, pour animer des ateliers en prévention, c'est vraiment super de créer des jeux de cartes pour tout ce qui est SST, incendie. C'est très bien aussi. Donc, là, par exemple, il y a un pompier sur Gap qui s'appelle Florent Hamelin qui a voulu faire une journée de prévention pour les parents et les enfants de pompiers et qui a tout créé sous forme d'escape game et de jeux de société. Donc, je l'ai aidé à créer cette journée et il a eu un super bon retour, quoi. Donc, il a fait des jeux de cartes, des jeux de loi, des jeux de rôle. C'était vraiment super. J'aime beaucoup notre échange parce que, premièrement, moi, je suis quelqu'un qui suis très techno, très digital. Mon boulot, c'est de construire des parcours de formation, de les digitaliser. Et là, je suis hyper content d'entendre une pratique de formateur qui te parle pas d'outils, qui te parle pas de techno et Ah, qui te parle de pratique et de pratico-pratique. Et ça, je crois que c'est un message qu'il faut qu'on transmette aux formateurs, aux formatrices. C'est que clairement, la formation, c'est pas un outil techno-pédagogique. La formation, c'est de la péda avant tout. C'est le meilleur système dans le meilleur environnement. Et aujourd'hui, redonner un petit peu de place à cette dimension présentielle, à cette dimension de toucher, même la possibilité, si on est en distanciel synchrone, de laisser les gens leur pouvoir imprimer leur propre jeu, le toucher, c'est hyper important. oui, C'est, dans le cadre de l'expérience d'apprentissage, quelque chose de très, très porteur. Alors, pour tous les formateurs qui sont pas forcément à l'aise avec le digital, pour tous ceux qui, contrairement à ceux-là, sont hyper à l'aise avec le digital, dites-vous bien que la pédagogie, elle exploite le meilleur des deux mondes. Et on ne peut pas être exclusif. Et ça, je suis très content aujourd'hui que tu nous partages ton expérience, Aurélia, parce qu'elle vient renforcer ça. Les gens comprennent que avec un jeu de cartes, en présence, sans une hyper techno, on peut être formateur. Ça peut donner des résultats et les gens sont contents. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que depuis le confinement, bon, bah, moi, comme tout le monde, il a fallu que je me mette un peu au visio. Mais déjà, j'en fais très peu. Et c'est vrai que je suis vraiment à fond pour le support papier, pour les jeux et surtout les formations en présentiel, hein. Moi, c'est vrai que les FPA qui font que de la formation en ligne, ça me rend un peu folle parce que on n'apprend pas à gérer un groupe derrière un ordinateur, quoi. On apprend à gérer un groupe dans une salle, à distribuer la parole dans une salle. Alors, c'est bien d'avoir des visios, une journée par visio de temps en temps, par exemple, pour apprendre quelques théories, etc. Mais pour des mises en situation professionnelle, je trouve que c'est quand même intéressant d'être dans une salle en présentiel. Écoute, dans le nouveau référentiel FPA, on a vu une obligation de 315 heures de stage. Je trouve ça exceptionnel. Il faut que les gens expertisent sur le terrain. Je le disais avec un peu d'humour l'autre jour sur un post LinkedIn. Ah ben du coup c'est moche, je vais plus pouvoir faire de FPA en 4 jours. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Tant pis. Et je me dis que dans cette approche pédagogique, l'expérimentation, l'expérience est fondamentale. Et il faut guider nos formateurs et nos formatrices en formation, même les formateurs aujourd'hui qui sont en activité, à expérimenter, à faire des nouvelles, à proposer de nouvelles expériences qu'ils vont faire par eux-mêmes. Aujourd'hui, je vais décider de faire un jeu. Voilà, c'est peut-être le challenge à la suite de l'écoute de ce podcast. Faites un jeu, reprenez ce qu'Aurélia vous dit, vous extrayez des mots-clés, vous voyez les points qui sont importants en lien avec l'objectif, hein, elle l'a bien précisé, toujours en lien avec votre objectif pédagogique. Et à ce moment-là, faites une autre proposition. Vous verrez vos apprenants sous un œil différent. Vous laissez-les se montrer comme ils sont, pas comme vous voudriez qu'ils soient. C'est ça qui est important Ouais. dans notre relation à l'apprentissage. Qui plus est pour des formateurs. Et aider-les à créer leur propre jeu. Et surtout, quand ils animent, à animer de façon active, avec des jeux de rôle, du travail de groupe, des jeux de cartes, etc. Mais vraiment en utilisant une pédagogie active. Moi, maintenant, je l'impose dans mes mises en situation, en fait. Quand je leur demande d'animer,
j'impose cette pédagogie active à 80% de leur temps de formation parce que je trouve que on mémorise beaucoup mieux quand on manipule et quand on participe que quand on écoute, on mémorise 10%. Donc, on ne fait pas un cours dans le vide, on fait un cours pour que ce soit assimilé. C'est ça. C'est en vérité, on le fait pour eux, pas pour nous, hein. C'est C'est ça. ça la règle. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé avec toi de la possibilité donc pour les formateurs de créer eux leur propre activité ludique. Maintenant, je voudrais te poser une question parce que moi, c'est une pratique que j'ai, c'est quelque chose que je fais spontanément dans tous les parcours que j'accompagne. Je fais participer les apprenants à la création du cours. C'est-à-dire que avec eux, on regarde des objectifs et à eux de construire la formation qui leur semble la plus adaptée pour eux, pour apprendre et pour retenir les objectifs vers lesquels on va. Et ben Est-ce que écoute, toi, j'utilise la même méthode. c'est ça, donc et alors tu peux nous en parler un petit peu? Alors, par exemple, sur une formation longue, donc là, à Saint-Tropez, j'ai démarré en novembre, on finit en mai. Donc, tout le mois de novembre, je leur ai montré, c'est moi qui ai animé les cours. Donc, je leur ai montré plusieurs méthodes pédagogiques, plusieurs techniques d'animation, etc. Et à partir de décembre, je leur ai donné la liste des contenus FPA qu'il fallait qu'on aborde. Donc, j'ai donné donc l'accompagnement individuel, j'ai donné les méthodes pédagogiques, les méthodes d'évaluation, etc. Donc, toutes les grandes thématiques qu'il faut avoir vues. Ils se sont positionnés chacun sur une thématique et je leur ai demandé de faire des recherches et de créer un cours. Donc, par exemple, de se mettre en situation d'appel d'offres. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai participé longtemps, j'ai rédigé longtemps des appels d'offres, une quinzaine d'années quand j'étais manageuse dans un grand OF. On avait un sujet. Il fallait qu'on mette en place un contenu de formation, qu'on réponde à tel objectif, par exemple pour la région ou pour l'État, sur un certain nombre de temps et qu'on dépose le projet, en fait, qu'on rédige le projet, qu'on le dépose. Et je leur demande de faire la même chose, de rédiger donc une fiche pédagogie, de faire un mini appel d'offres, un contenu de formation, et ensuite ils l'animent pour le groupe. Donc, évidemment, je suis très tolérante sur le contenu. Je vais rajouter, moi, des choses au fur et à mesure sur ce qu'ils auront oublié ou ce qu'ils n'auront pas trouvé. Mais je trouve que j'utilise cette méthode depuis 3-4 ans. Ça leur permet de vraiment s'investir. Ça leur permet de créer des cours qui sont très concrets, qui répondent à un vrai objectif d'apprentissage. Et j'ai de très bons retours sur cette méthode-là. Donc, je Eh vais ben écoute, ouais. je comprends parce que figure-toi que moi, quand je fais des FPA, ils ont une liste de 37 thématiques à se partager et c'est eux qui fabriquent le cours. Là, moi, j'utilise un système de classe renversée, c'est-à-dire que c'est moi l'élève. Ouais. Et ça, c'est développé dans les théories de la classe renversée du professeur Caillez. Et je fais ça et c'est eux qui m'enseignent. Je suis l'élève, je leur dis vous avez de la chance, vous avez le meilleur élève FPA que vous aurez jamais. Et il va falloir que vous m'enseigniez le métier que vous êtes en train d'apprendre. C'est une dimension qu'on appelle isomorphe de l'enseignement. C'est d'une efficacité redoutable Ouais. parce que lorsqu'ils arrivent soit en stage, en période d'activité en entreprise, soit sur le marché du travail, ils savent faire. Ils ont appris à analyser, à borner le contenu en fonction de l'objectif et puis des publics cibles. Et à partir de ce moment-là, ils sont en capacité de nous produire une formation qui est, efficace et qui est dans leur dimension de compréhension. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, Et tous les jours, donc, je demande à un stagiaire d'animer, ouais. ouais, c'est ça. Et là, il y a vraiment cette capacité de former les gens comme ça. Moi, je pratique que comme ça. Ah ouais, D'ailleurs, j'ai des stats assez sympas parce que j'avais eu 46% des formateurs qui avaient été très satisfaits des ressources pédagogiques que je leur donnais. Et j'en avais donc par défaut 54% qui n'étaient pas satisfaits. Et du coup, quand on a fini la FPA, on se retrouve tous pour manger ensemble un petit repas. Et je leur dis, écoutez, je voudrais vous remercier. Toi déjà en FPA? Comment? T'interviens dans quelle ville en FPA? Sur Angoulême. Ah oui, ok. Sur Angoulême. Et à distance aussi. Et alors, du coup, je leur dis, écoutez, je suis très inquiet parce que j'ai 46% des gens qui étaient vachement contents des supports pédagogiques que je vous ai remis.
et j'ai 54% qui n'étaient pas contents. Je dis, ce qui m'inquiète, et là, j'ai une des apprenantes FPA qui était titrée, qui me dit, mais Laurent, tu nous as jamais donné de contenu. Je dis, c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi 46% des gens sont satisfaits de choses que je n'ai pas données? J'ai serait-ce les gentils qui ont voulu m'épargner avec une enquête non adaptée à la pratique pédagogique? Et en vérité, ils construisent tout seul, hein, moi, mes FPA. On part de l'idée qu'on construit un centre de formation, toute la partie législative. Après, on construit chacun dans son métier d'origine, s'ils ont envie, s'ils veulent faire autre chose, ils le font, une proposition de formation. Après, on met ça en catalogue, on le market, on le communique, on l'anime, etc., etc. Exactement. Et pratiquement, à la fin, ils ont, entre guillemets, s'ils extraient que leurs éléments, ils ont leur mini-centre de formation. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... c'est de l'escape game, hein. Oui. Parce qu'en vérité, je leur dis, c'est vous, c'est votre centre de formation, débrouillez-vous, allez-y. Hein. C'est un jeu de rôle géant. C'est ça. Ouais. Et là, on est vraiment dans une dimension qui est vraiment d'une efficacité redoutable. On est sur cette dimension d'expérimentation. Et la deuxième chose que je trouve importante dans cette situation qu'ils expérimentent, c'est la communication non verbale et surtout la posture physique. Parce que je leur donne ma place, en fait. Donc, moi, je fais comme toi, hein, je me mets en tant que stagiaire, donc j'échange de place avec eux, je me mets au fond de la salle et je me mets avec le groupe et je leur donne ma place. Donc, eux, ils sont au tableau, soit ils sont debout, soit ils sont assis. Ils sont obligés de gérer le groupe, de distribuer la parole, de balayer du regard tous les apprenants, ce qui est quand même pas facile pour des timides. C'est une posture qui est pas facile à intégrer, je trouve, d'adapter sa voix, d'intégrer des silences, d'adapter la tonalité aussi et le rythme, le débit. Donc tout ça, je pense que ça se travaille et que ça se travaille pas en 2 semaines en stage, que ça doit se travailler régulièrement et de leur faire travailler ça tous les jours. J'ai trouvé vraiment que c'est le jour et la nuit en termes d'acquisition, quoi, pour travailler leur posture. Et ensuite, moi, je t'en prie. Et pour finir, je demande au groupe d'évaluer. C'est-à-dire que j'ai construit avec le groupe une grille d'évaluation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu de formation? Quand est-ce qu'il est accessible? Quand est-ce qu'on le comprend? Et surtout, d'évaluer leur posture physique. Est-ce qu'on les a entendus? Est-ce qu'ils ont réussi à répondre aux questions, à s'adapter, etc. Et c'est le groupe qui les évalue, donc plutôt en axe d'amélioration. Hein. Il faut rester constructif, surtout au début. Mais c'est très intéressant qu'ils puissent avoir un retour de plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Puis d'abord, ça leur apprend d'abord l'assertivité. Oui. Ça leur apprend la capacité qu'on a à prodiguer des critiques constructives. Parce que moi, quand on dit non, c'est pas bien, ça suffit pas. Hein, il faut que tu expliques pourquoi c'est pas bien et par rapport à quels critères et par rapport à quel besoin d'évaluation c'est pas bien. Donc du coup, déjà, la parole est beaucoup plus construite et la pensée est beaucoup plus construite. Oui, et puis on s'habitue aussi à être bienveillante, bienveillante et effectivement à renvoyer du feedback qui soit constructif. Ouais. Dans un organisme de formation qui est pas très ouvert à la ludopédagogie, qui pourrait te dire, écoutez, madame, nous ici, on n'est pas là pour rire, hein, on est là pour bosser, les gars. Tu rencontres ça des fois? Oui. Ou pas? Ça m'arrive, malheureusement, ça m'arrive. Ouais. Du coup, tu leur fais des PowerPoint de 140 slides? Non, moi, je ne cède pas. Je m'en vais. Très bonne réponse. Voilà, ça m'est arrivé en école de commerce, par exemple, où je suis un peu dénue des méthodes en école de commerce. C'est vraiment, ils sont considérés comme des élèves. On leur parle comme à des gamins, alors qu'ils ont 25 ans, ils payent hyper cher. Je suis arrivée, les salles, elles étaient en randonnion. Franchement, j'ai eu peur, quoi. Je suis partie en courant. Écoute, j'ai été confronté à ça il n'y a pas très longtemps, moi. Quand même, il y a une formatrice qui a voulu m'aider. Elle m'a présenté son support où il y avait, je rigole pas, mais 180 slides, hein, quand même. Et sur chaque slide, il y avait au moins 20 lignes de texte, quoi. C'est le truc totalement... ça te lobotomise, un truc comme ça. Et la réalité, moi, je venais sur de la gestion de projet. Et les gars, on leur dit, vous allez être chef de projet. Hein. Ils sont en 3e année. Il y a personne qui est capable de gérer un projet, là. C'est clair et net.
Oui, je Et suis le d'accord. On problème, les c'est quand positionne dans des situations où, je sais pas moi, il faut avoir 10 ans d'expertise. ils sont totalement infantilisés. Oui, et à la Et fois, on leur le, promet la lune, alors qu'après, quand tu arrives sur le marché du travail à 20 ans, ils tombent des nues, quoi. eh bien, pour te donner une idée, moi, ils m'ont dit, mais vous, monsieur, vous êtes chef de projet, alors, mais du coup, nous, comment on va faire pour avoir du boulot? Parce qu'on sait pas faire ce que vous savez faire. Bah, je dis, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'on soit capable, nous, d'enseigner, chef de projet, c'est pas des PowerPoint, quoi. C'est mener des projets. C'est ça. Dans une dimension croissante, grandissante, est-ce qu'on va travailler sur des projets agiles? Nous, on travaille beaucoup plus Ouais. sur des projets agiles dans le digital, mais ça peut être des projets plus institutionnels, hein, fabriquer un pont ou un viaduc. Hein. Et Ouais. donc, du coup, il y a quand même des méthodes, des techniques à utiliser. Et là, en vérité, c'est le grand mensonge. Alors moi, en fait, j'ai proposé donc à cette classe, donc j'intervenais sur les techniques de prospection, pareil aussi sur la gestion de projet, sur la gestion des réseaux sociaux. Donc j'avais un module comme ça pendant 6 mois. Je leur ai proposé d'utiliser une pédagogie active et de travailler autrement que leur méthode scolaire et de créer vraiment un projet, de le présenter à l'oral à toute la classe, de faire des recherches. En gros, il fallait qu'ils créent une mini start-up et qui crée un Hum, plan de prospection avec un plan pour les réseaux sociaux. Et ben, ils ont adoré. Et ils m'ont dit, mais c'est oui, la première fois qu'on passe à l'oral, c'est la première fois qu'on travaille notre prise de parole. La gestion du stress, ça fait peur de passer devant tout le monde. Ça s'apprend ça en fait, à gérer son stress, gérer sa peur. Et j'ai eu un très bon retour et ils m'ont dit, mais pourquoi c'est aussi scolaire et c'est aussi magistral? Et en fait, je pense que c'est un problème de formation continue. Moi, pour intervenir comme ça, c'est vrai que ça m'est pas tombé du ciel, hein. Je me suis beaucoup formée et je continue aujourd'hui de me former. Là, par exemple, avec la métropole Aix-Marseille, je viens de faire une formation sur les escape games pédagogiques. Et tous les ans, j'essaye de me former à une nouvelle méthode, une nouvelle technique ludique. Donc, une année, ça a été les jeux de rôle, une année, ça a été les jeux de société pédagogiques. Là, on vient de mettre en place un salon, la ludopédagogie sur Avignon. Voilà, je crée des partenariats, du réseau, mais je continue de me former avec des gens meilleurs que moi, avec des experts en fait, et pour pouvoir intervenir comme ça, après utiliser ces méthodes pendant les cours. Mais c'est vrai qu'il faut, ouais, qu'il faut se former régulièrement. Je trouve ça tu très sais que moi, j'ai compris que former, c'était la meilleure façon d'apprendre. Hein. bien. Ouais, Parce qu'en face de moi, j'ai tellement de questions qui me sont posées. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive entre guillemets à se surpasser, hein, à aller dans des univers où on n'irait pas forcément. Moi, sur la partie ingénierie des FPA, je leur laisse monter chacun leur projet d'ingénierie. Il n'y a pas de fil rouge à suivre. Et je les suis en individuel, ce qui fait que je me tape entre 10, 12, 14 maximum projets d'ingénierie simultanément. Je te jure que ça me brasse les neurones. Hein. Il faut ouais. que j'aille chercher. Là, j'ai une jeune fille qui voulait faire une formation sur le BIM et dans une dimension d'interaction sur les acteurs de la construction. On est allé au salon Batimat. Ouais. Elle me dit, mais vous venez avec moi? Bah oui, j'ai dit, il faut que je comprenne si je veux faire. Et ben, ça m'a ouvert vachement de portes, vachement de nouvelles idées. C'est vrai que c'est ça qui est sympa au FPA, c'est de pouvoir avoir accès à tous les secteurs professionnels. Ouais. Moi, j'ai Et fait tu de vois, moi, ce que l'Airbus j'ai. à la Poste, aux espaces verts, aux pilotes de drones, Ouais. je crois que j'ai tout fait, quoi. C'est génial. Moi, j'ai gardé avec les FPA un lien. C'est on a un Oui, lien où on se rencontre régulièrement, on se revoit régulièrement parce qu'on a, en vérité, le temps de la formation, on s'en rend pas compte, mais c'est un moment béni où tout le ouais, monde interagit avec tout le monde sur les mêmes problèmes et que tout le monde comprend. c'est ça. Et du coup, dès que tu es lâché dans la nature, tu deviens formatrice ou formateur, et ben là, tu es tout seul. Mmh. Si tu es dans un centre, ça va parce que tu as peut-être des collègues autour, mais bon, tu pas forcément du temps pour échanger avec eux parce qu'il y a des cours à faire. Et si tu es indépendant, bah, tu passes, hein, hop, je passe. Et du coup, on se retrouve dans cette situation d'être relativement seul. Ouais, Et du coup, moi, avec les FPA, on a des groupes, hein, on reste sur des groupes où on échange entre nous, on continue à échanger, on continue à travailler ensemble sur des projets nouveaux. Une formatrice qui a une nouvelle formation à faire, eh ben, on va regarder à plusieurs comment elle peut s'y prendre, elle va nous présenter des choses, on va lui dire, tiens, mais nous, on aurait pu faire ça comme ça. Il faut pas avoir peur d'échanger.
faut Ouais. pas avoir peur de venir dire moi le premier qui forme des FPA, j'ai un truc à faire, je leur en parle, voilà, et ah bah oui, tiens, oui, j'aurais pu faire ça, c'est sympa ton idée. Ah mais moi j'ai expérimenté ça, Laurent, tu vois, tu pourrais peut-être faire ça aussi. On apprend tout le temps, quoi. C'est vraiment une école d'humilité et on devient plus efficace, donc c'est hyper agréable, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, il y en a beaucoup que je revois et avec qui je garde des affinités, en fait. Ouais, des liens qui C'est, se c'est- sont créés. Mm. Et puis 6 mois, c'est long, hein. Donc, Oui, oui, bah, et puis on s'habitue aux gens, dis donc, on finirait par bien les aimer, dis donc. ouais, c'est ça. C'est C'est ça. horrible. Ouais, je suis d'accord. Dis-moi, Aurélia, si tu devais, pour terminer, donner un conseil à un formateur ou une formatrice concernant la ludopédagogie, qu'est-ce que tu lui dirais? De se former, de faire une formation sur ces nouvelles techniques, bon, qui sont anciennes, par exemple dans l'animation, hein, parce que le CMEA, ils utilisaient ça déjà en 70. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu développé dans les autres secteurs de formation. Et voilà, que c'est important de se mettre à jour et surtout d'apprendre à dynamiser ces journées types de formation. Moi, j'interviens comme ça à peu près 6 heures sur 7. Voilà, j'ai arrêté vraiment le magistral, quoi. Donc, j'alterne le travail de groupe, les jeux de rôle, les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux de rôle en binôme, etc., etc. Mais c'est important qu'on ait des formations qui soient concrètes. Est-ce que tu as des formations à recommander? Oui, bien sûr. Bah, déjà, moi, j'anime des stages si vous êtes intéressé. Donc, à la Ciotat notamment, j'ai une newsletter aussi des jeux de formation où je donne des jeux de formation, donc tout prêt régulièrement, que je fais sur Canva et que je donne en PDF à peu près tous les 15 jours. Euh, la formation ludopédagogie, je l'anime en présentiel sur une journée, je l'anime aussi à distance, soit en individuel, soit en groupe. Et puis après, bah, la formation Escape Game aussi que je recommande à la métropole de Marseille. Voilà, plein de formations qui existent en France. D'accord, bah écoute, moi ce que je ferai sur le podcast, je mettrai le lien vers ton site, ils pourront s'inscrire à ta newsletter, ils pourront regarder ce que tu proposes, et puis je crois qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à te contacter. Tout à fait. Ben, un grand merci à toi pour toutes ces coordonnées et puis pour cette super interview très, très sympa, très intéressante. Eh bien écoute, je te remercie Aurélia, j'espère que nos auditeurs auront passé une fois de plus un bon moment. Nous avons de plus en plus d'écoutes, hein. Nous avons un vrai vivier de formateurs et de formatrices qui sont à l'écoute de notre podcast. S'ils ont des idées et si, comme toi, ils veulent participer au podcast de la formation, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils nous contactent et on aura plaisir à les rappeler, à échanger avec eux et à voir comment ils peuvent venir partager leurs belles expériences sur le podcast. Merci beaucoup, Aurélia. Super, ben, je vais t'envoyer des collègues alors. Merci beaucoup. Merci À Laurent. bientôt. À bientôt. À bientôt sur le podcast de la formation.